La première session donc portait sur un cerveau dans l'univers, donc avec Hubert Reeves, célèbre astrophysicien qui a passé vraiment sa vie la tête dans les étoiles, qui est passionné par le fonctionnement du cerveau. Il ne pouvait malheureusement pas être présent physiquement, mais Anne Jean-Blanc a eu la très grande chance de le rencontrer et on va vous diffuser une vidéo donc dans quelques minutes. Mais nous avons le très grand plaisir et le grand honneur d'accueillir donc Alessandro Morbidelli, qui est lauréat donc de la médaille d'argent du CNRS 2019, qui est directeur de recherche de classe exceptionnelle au laboratoire Lagrange. Ses recherches portent sur l'origine et l'évolution de notre système solaire. Son modèle de Nice fait référence en la matière. Donc Étienne, je vais vous laisser animer cet échange qui s'annonce absolument passionnant. Qui est là. Avec Anne Jean-Blanc, on peut les applaudir tous les deux. Et Alessandro Morbidelli, qu'on est très heureux d'accueillir. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez vous en fait. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez nous dire deux mots sur l'observatoire? Qu'est-ce que vous observez dans cet observatoire? Donc moi je travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est un grand centre de recherche qui en fait regroupe toute la recherche en astrophysique et géophysique ici sur la région Alpes-Maritimes. Non, ça marche pas. Oui, en même temps. L'Observatoire a plusieurs... Donc l'Observatoire a plusieurs sièges. Le siège historique est sur la colline du Mont Gros, où il y a cette grande coupole que vous voyez de partout à Nice. C'est la grande coupole de l'Observatoire, construite par Eiffel en 1887. C'est un peu la Notre-Dame de la Garde de Nice. On la voit de partout, donc c'est intéressant. Notre-Dame de la Garde est une cathédrale, et nous avons une coupole. Donc c'est un temple de la science. Et c'est ainsi qu'il a interprété Garnier, qui a construit les bâtiments en dessous de la grande coupole. Si vous allez le visiter, il y a des colonnes, il y a la statue d'Apollon, etc. Donc un véritable temple de la science. Et l'Observatoire de la Côte d'Azur, ça veut être un centre d'excellence de la recherche ici dans la région. Et après, on a aussi des antennes sur les campus universitaires, à Varrose, à Sophia Antipolis, et un autre observatoire où on conduit certaines observations sur les plateaux de Calerne, au-dessus de Cossol. Donc on travaille sur plusieurs thèmes qui touchent à la fois à l'astrophysique ou à la géophysique, notamment la détection des ondes gravitationnelles avec l'expérience Virgo. Les médias ont beaucoup parlé parce qu'aujourd'hui, enfin, on détecte les ondes gravitationnelles. Mais on a aussi conçu et administré la mission Gaia, qui était une des grandes missions de l'Agence spatiale européenne, qui cartographie la galaxie tout entière, et ainsi de suite. Et en géophysique, on a des réseaux sismiques, tout ce qu'on sait sur la sismicité de la région vient de cet laboratoire. Un mot quand même, les ondes gravitationnelles, parce que c'est fondamental. En fait, c'est ce qui avait été pressenti par Einstein, mais qu'il n'avait pas pu observer lui. Et maintenant, on peut l'observer. Absolument. Donc, c'est une des prédictions de la théorie générale de la relativité. Mais les ondes gravitationnelles sont infiniment petites. Donc, la technologie vient d'être mise au point seulement maintenant, après des dizaines d'années d'efforts. Et enfin, les ondes gravitationnelles ont été détectées. Maintenant, sont détectées de façon routinière. Donc, sont un nouveau instrument pour voir sonder l'univers. Bon, vous savez, il y a eu un prix Nobel pour la détection des ondes gravitationnelles, la médaille d'or du CNRS pour l'organisateur de la composante française de cette organisation qui s'appelle Virgo. Alors vous, vos travaux portent essentiellement sur le Soleil et vous avez mis au point quelque chose qui est connu dans le monde entier qui s'appelle le modèle de Nice. Nous, on n'y connaît pas grand-chose. C'est quoi le modèle de Nice? Voilà, moi, je travaille beaucoup plus terre à terre. Donc je m'occupe de la formation, de l'évolution. Je suis un théoricien, donc je fais des modèles qui cherchent à reconstruire comment le système solaire s'est formé, a évolué, ainsi que les autres systèmes planétaires qu'on découvre de plus en plus autour des autres étoiles. Essayer de comprendre pourquoi les systèmes planétaires sont si différents entre eux, même si les lois de la physique, évidemment, sont universelles. Et donc, essayer aussi de donner une prédiction théorique de quelle est la fraction des étoiles qui abrite un système planétaire qui propice à la formation d'une planète habitable, donc où pourrait y avoir la vie. Et donc, moi en particulier, j'ai développé des modèles qui décrivent les différentes étapes de la formation et l'évolution du système solaire. Le modèle de Nice, le plus connu, décrit ce qui s'est passé une fois que les gaz qui entouraient le Soleil a été dispersés. Et c'est une phase très riche. Donc, on a démontré que les planètes avaient initialement des orbites différentes. Et il y a eu une phase d'instabilité où les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont eu un comportement très, très chaotique, avec des rencontres proches. Leurs orbites ont beaucoup changé et c'est ce qui a donné toute la structure
actuel que nous observons aujourd'hui du système solaire. Alors vous avez parlé de planète habitable. Notre titre au départ c'était d'autres cerveaux dans l'univers. Comme on vous l'a dit, malheureusement Hubert Reeves ne pouvait pas venir. Mais regardez, il vous tenait à vous délivrer un message vraiment sympathique. J'aurais bien aimé, d'autant plus que le sujet m'intéresse particulièrement, donc je suis très déçu de cela, mais bon, c'est la réalité, on n'y peut rien. C'est la même, c'est effectivement, c'est d'essayer de comprendre ce monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous avons atterri, sans que personne ne nous dise pourquoi ni comment, et donc on est intéressé à le connaître, à savoir où on est, c'est la question des origines. Les êtres humains ont toujours été intéressés à connaître d'où ils viennent, et là nous avons un exemple, justement, la science nous renseigne sur qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel nous avons atterri un beau matin. La plus importante, je dirais, c'est le fait qu'on a appris que l'univers n'est pas éternel et inchangeant comme on l'a cru. C'était la phrase assez Aristote qui a affirmé cela, et ça a été pris comme une vérité absolue. Et on sait maintenant que ça n'est pas vrai, que l'univers n'a pas toujours existé. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il a une histoire. C'est-à-dire qu'il a un début, et il se déroule, il se passe des choses, et nous, notre présence d'être humain, avons un rôle important à jouer aujourd'hui à l'échelle du cosmos. Bon, c'est la connaissance scientifique. Il faut vous dire que ce n'est pas la vérité absolue, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des plausibilités. La science vous donne des plausibilités, ce n'est pas garanti que ce soit le cas, mais c'est ce qu'il y a de plus plausible à la lumière de ce que nous observons, de ce que nous connaissons. Donc on fait une histoire qui est, je dirais, le consensus. C'est ce que les gens qui sont des spécialistes dans ce sujet reconnaissent comme étant plausible, vraisemblable. Mais ça peut changer, on peut faire des nouvelles découvertes qui changeraient le tout, c'est pas impossible. Alors en quelques dates, l'âge de l'univers maintenant, on le connaît bien, 13,70 milliards d'années. Ce qu'il y avait avant, on n'en a pas la moindre idée. On ne sait même pas s'il y avait quelque chose avant. On sait qu'il y a un univers qui dure depuis, disons, 14 milliards d'années, à peu de choses près, 14 milliards d'années. Que cet univers est né dans un état de grande chaleur, à des milliards de degrés. C'était un magma complètement incohérent. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. C'est de l'imagerie populaire du Big Bang. Ça a des effets, des similarités avec une explosion, mais ça n'est pas une explosion. Et l'univers, depuis cette période, se refroidit. On sait qu'il est dans un état de refroidissement. Et pendant tout ce refroidissement, il se structure, il s'organise. L'univers des premiers temps n'a aucune structure, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas d'êtres humains, évidemment. Il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes. C'est un magma porté à une température extrême qui se refroidit. Et aujourd'hui, il continue à se refroidir, il va continuer encore longtemps. Qu'est-ce qui va y arriver dans le futur? On a des hypothèses, mais ce n'est pas particulièrement connu. On peut dire, laissons ça de côté. La chose importante, c'est que quand l'univers apparaît, il n'y a donc aucune structure. C'est un magma, c'est un chaos, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les mythologies d'ailleurs. C'est amusant de voir qu'on retrouve des choses qui sont présentes dans certaines mythologies. Et absence totale de structure. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la structuration de la matière. Aujourd'hui, nous avons un univers extrêmement structuré. Dans les plus grandes dimensions, nous avons des galaxies, des amas de galaxies, des étoiles, des planètes, des comètes, et puis à notre échelle, nous avons 2 ou 3 millions d'espèces vivantes, des plantes, des animaux, tout ça. À des échelles plus petites, nous avons des microbes, on le sait parce qu'on est pris avec les coronavirus aujourd'hui. C'est l'exemple de cette structure qui nous affecte, qui nous menace. Et puis à des échelles encore plus petites, il y a des molécules géantes comme l'ADN
il y a des molécules simples comme de l'eau, du gaz carbonique. Et puis à l'intérieur de ces molécules, il y a des atomes, et dans ces atomes, il y a des protons et des neutrons. Vous voyez, toute une gamme. L'univers aujourd'hui est très richement structuré. Et l'histoire de l'univers, ben, c'est comment on est passé de cet état instructuré, comment avec le temps, avec la présence des forces, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, l'univers s'est progressivement structuré et est passé à cet état froid. Ici, il fait chaud parce que nous sommes près du Soleil, mais si vous alliez dans l'espace, c'est près du zéro absolu. L'univers est froid, il est très peu dense, il est très dilué, il y a quelques étoiles ici et là, mais il y a surtout beaucoup de vide, et puis il continue à se refroidir. Ça, c'est, disons, essentiellement ce qu'on a appris. L'univers a une histoire, et cette histoire, c'est comment la matière s'est structurée au cours du temps. Comment on est parti d'un univers qui n'avait aucune structure et qui progressivement, à des dates que l'on connaît, apparaissent les premières molécules, les premiers atomes. On commence à connaître assez bien. L'univers a une histoire et nous sommes une de ces structures. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est de se rendre compte que, bon, nous en avons dans des quantités de structures. La vie est la forme la plus structurée de la matière. Et il y a un élément important, c'est qu'il y a de la vie sur la Terre, la preuve, nous en sommes, et que cette vie est apparue à partir d'une longue histoire de structuration progressive de la matière. La vie, et en particulier le cerveau humain, à notre connaissance, parce que nous ne savons pas si nous sommes seuls dans l'univers. Moi, je ne le pense pas, mais c'est une opinion. Nous avons des opinions, mais nous avons très peu de certitude. On n'a jamais trouvé d'être vivant hors du système solaire. Il y en a peut-être, parce que l'univers est grand, il peut y avoir beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Je prends pour base qu'il y a probablement de la vie ailleurs, mais je n'ai pas de certitude, et que cette vie, donc c'est la phase, c'est la phase la plus complexe. Le cerveau humain est vraisemblablement la structure la plus complexe de l'univers à notre connaissance. Il y a peut-être autre chose ailleurs, il y a peut-être des structures plus avancées, mais nous n'avons pas de réponse à cette question. La chose que nous savons, c'est que à notre connaissance, dans le système solaire, la structure la plus évoluée, c'est le cerveau humain. Alors c'est ça qui vous rattache à votre congrès, justement, c'était ça que j'allais présenter. J'allais dire, vous allez parler du cerveau humain. Dans le cadre cosmologique ou astronomique, le cerveau humain est ce que nous connaissons, l'agent le plus complexe, le plus évolué qui existe, à notre connaissance. Et c'est pour ça que c'est intéressant de m'avoir invité, parce que je peux parler, non pas de ce dont vous allez parler, mais de l'objet dont vous allez parler. Je peux le replacer dans son cadre astronomique, en disant dans son cadre astronomique, il est intéressant parce qu'il est une des choses probablement la plus structurée, la plus complexe qui existe. Donc, quand vous parlez des possibilités du cerveau humain, vous explorez les possibilités de l'agent, de la création de la plus complexe. Et donc, votre conférence a une portée cosmologique parce qu'en parlant des êtres humains, vous touchez à ce côté de l'univers qui est que le cerveau humain est, à notre connaissance, la plus structurée de l'univers. Donc, on parle aussi de la structuration de l'univers. C'est tout à fait possible, mais on ne peut rien dire. On n'a aucun moyen de dire s'il y a on pense qu'il y a d'autres formes de vie, mais là, on est dans la science-fiction. Parce qu'il n'y a aucune preuve, même aucun scénario qui ne soit à ce moment-là que de la science-fiction. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut vérifier avec des observations. À partir de là, on peut inventer, on peut raconter toutes sortes de choses, mais ça reste de la science-fiction. Il y avait la question de la chaleur, par exemple. Pendant longtemps, la chaleur, jusqu'au début du 19e siècle, était considérée comme un fluide. On sait maintenant que ce n'est pas ça du tout, c'est même l'absence d'énergie, la chaleur. Donc il y a eu des changements comme ça, il y a eu des idées qui semblaient
admise, qui semblait... Il y a aussi l'idée qui est encore admise par certaines personnes que l'univers est apparu par hasard. Maintenant, on sait que le hasard est tout à fait incapable de produire un univers, qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans la structuration de l'univers. Qu'est-ce qui fait que cette matière s'est organisée? Il y a deux questions fondamentales auxquelles les scientifiques, à mon avis, doivent désespérer de jamais répondre. La première, c'est comment se fait-il qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est la fameuse phrase de Leibniz. Ben ça, vous pouvez imaginer que vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, parce que comment vous allez expliquer quelque chose en fonction de rien? C'est logiquement impossible. La deuxième question, c'est comment se fait-il que ce quelque chose est organisé plutôt que de ne pas être organisé? Et l'organisation, ça se décrit par de l'information. Il y a deux choses qui sont fondamentales dans l'univers. Il y a quelque chose plutôt que rien, et ce quelque chose est organisé plutôt que de ne pas rester désorganisé comme il était. Ça, je pense que ce sont deux choses qu'il faut prendre au début comme des points d'appui. Vous partez de ça, vous admettez votre ignorance quant à pourquoi c'est comme ça, vous dites c'est comme ça parce que je vois que c'est comme ça. De même que je peux dire que vous avez deux yeux et non pas trois yeux, et si vous me demandez pourquoi, je vous dirai c'est ça que je vois. Je n'ai pas de cause ou de discussion autour de ça. Je pars de certaines réalités qui sont des observations, et à partir de là, je fais de la science. Mais vous ne pouvez pas partir de rien pour faire de la science. À partir des théories de la physique, on peut faire des scénarios. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Alors, il y en a deux qui sont importants. Bon, l'univers se refroidit. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à l'avenir? Il peut arriver à ce qu'il continue à se refroidir. Il peut arriver à ce qu'il arrive à un minimum de température et puis qu'il se réchauffe. Alors, les Américains appellent ça Big Chill. Ça devient de plus en plus froid. Puis Big Crunch. L'univers, après l'expansion, se recontracte. Aujourd'hui, celui qui est le plus vraisemblable, c'est Big Chill. C'est-à-dire que ce n'est pas un univers avec des chapitres. Vous voyez, on a pensé longtemps à l'accordéon, hein, qui se gonfle, qui frappe, etc. Ça ne semble pas très vraisemblable. Mais c'est loin d'être sûr. Ça pose des tas de questions et on n'a pas de réponse à cela. Ce qu'on sait qui est tout à fait crédible, c'est que l'univers se refroidit depuis des températures, donc des milliards de degrés, jusqu'à sa température présente, qui est de 3 degrés, mais pas 3 degrés, 3 degrés absolus, c'est-à-dire moins 270. Moins 270 degrés, c'est la température de l'espace. Quand vous êtes loin des étoiles et tout ça, il reste un peu de gaz, et ce gaz est maintenant à la température moins 270 du zéro absolu, et il continue à se refroidir, et là, comme je dis, il y a deux possibilités. La plus vraisemblable, mais je dirais à peine, c'est celle du Big Chill, c'est-à-dire il se refroidit indéfiniment. Eh bien, c'est un très grave danger, c'est très menaçant. Nous sommes vraiment menacés par le comportement des humains. Les humains ont bien ravagé la nature et ont montré leur puissance. Quand vous allez en avion, vous regardez par la fenêtre, vous voyez de l'eau. Vous voyez beaucoup d'eau. Il y en a beaucoup d'eau. Ben, imaginez-vous qu'on est en train de la réchauffer. Ça vous montre notre puissance extraordinaire. On est en train de réchauffer la Terre, on est en train d'acidifier l'océan. Les êtres humains ont une puissance telle qu'ils sont tout à fait capables de se détruire et qui sont venus très près pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, à plusieurs occasions, on est venu à 2 doigts d'avoir une guerre nucléaire qui aurait pu détruire, qui aurait pu éliminer l'humanité. Donc nous sommes très puissants et nous sommes très menacés parce que nous n'arrivons pas à contrôler notre puissance. Il faudrait, pour contrôler notre puissance, éliminer les bombes atomiques. C'est pas ce qui se passe. Avec M. Trump et M. le président de la Corée, on voit très bien que la menace nucléaire est encore là.
Le réchauffement climatique, c'est la même chose. Nous savons que nous émettons trop de gaz carbonique, que nous sommes en train de réchauffer la planète, que la planète va se réchauffer jusqu'à des degrés où la vie ne sera plus vivable. Le problème aujourd'hui, c'est de ne pas détériorer complètement la planète, de la garder habitable. Et c'est vraiment sérieux. Moi, je ne crois pas, je ne suis pas pessimiste, fataliste en disant nous allons... L'avenir est inconnu. Personne ne peut dire ce qui va se passer. Mais ceci dit, les menaces par ce qui se passe maintenant sont loin d'être simples et elles sont très graves. Aujourd'hui, comme je vous dis, donc, l'humanité est menacée de disparition. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on a découvert qu'il y a beaucoup d'étoiles qui ont des planètes. On ne sait pas si elles sont habitables. On le saura probablement assez rapidement en étudiant leur atmosphère. Mais cela introduit la possibilité qu'il y ait, on l'a dit l'autre fois, qu'il y ait beaucoup de vie, de planètes habitées dans l'univers. Il est vraisemblable qu'une civilisation comme la nôtre se reproduise avec des plus et des moins un peu partout dans l'univers. Ce qui rend vraisemblable l'idée qu'il y a beaucoup de planètes habitées et que la vie soit un phénomène universel. Alors, ce qui nous arrive nous apprend qu'il y a un examen de passage. Une civilisation qui nous ressemble va probablement avoir une culture qui ressemble à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils vont inventer la science, ils vont inventer les frondes, ils vont inventer les fusils, comme nous, parce que la vie est quelque chose... On sait que pour vivre, il faut manger et ne pas être mangé. C'est ça que nos ancêtres ont dû rencontrer il y a quelque temps. C'est à partir de cela qu'ils ont inventé les armes. Parce que les humains ne sont pas bien armés pour se défendre. Ils n'ont pas des grandes dents comme les tigres, ils ne courent pas vite comme les guépards. Le seul élément d'importance qu'ils ont, c'est leur intelligence. C'est grâce à leur intelligence qu'ils ont pu survivre, c'est-à-dire inventer des arcs, des frondes, et puis progressivement, ils ont inventé des fusils, des canons, puis un beau jour, il n'y a pas très longtemps, sur notre planète, ils ont inventé des armes atomiques, et maintenant ils sont menacés par les armes atomiques. On peut supposer que ce scénario d'une petite colonie d'êtres humains qui se sent menacée, qui développe la technologie, qui découvre la force nucléaire comme on l'a découvert, ça n'a rien de très malin, on y arrive à un moment donné quand on cherche suffisamment, que cette planète, donc on en prend une au hasard, qui n'est pas encore, disons qu'elle est encore au niveau de l'homme Homo sapiens, que vraisemblablement elle va un jour rencontrer la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment puissante pour se menacer elle-même. Et l'examen de passage, c'est comment une planète qui arrive à ce stade s'en tire-t-elle? C'est-à-dire, est-ce que, c'est la question que nous nous posons, nous sommes au moment de l'examen de passage. Comment est-ce qu'on va arriver à coexister avec notre puissance? C'est l'élément fondamental qui nous anime aujourd'hui, c'est de dire, essayons de ne pas laisser monter la température. Et tout d'un coup, vous voyez que quand vous nous parlez d'une petite planète, il faut généraliser l'idée. C'est pas certain, c'est pas des choses évidentes, mais c'est vraisemblable que quand vous regardez le ciel, vous voyez des étoiles, vous pouvez imaginer qu'autour de ces étoiles, il y a des planètes, vous ne les verrez pas, mais on en découvre. Vous pouvez imaginer que ces planètes sont habitées par des civilisations qui se sont développées un peu comme le schéma que nous avons rencontré et qui sont obligées aujourd'hui d'affronter la question de leur survie. Et là, tout d'un coup, vous voyez que c'est beaucoup plus vaste. Prenez les tortues, par exemple. Les tortues, ça existe depuis 200 millions d'années. Nous avons à peine 3 millions d'années. Nous sommes déjà dans le collimateur de notre puissance, de ce qu'on appelle la 6e extinction.
Les tortues, si vous vous dites, mais on va demander aux tortues comment elles ont fait, puisque nous, après 3 millions d'années, on est déjà menacés, et les tortues, dans leur langage, vous répondront, si vous voulez durer, il faut vous adapter à la nature, coexister avec la nature, cesser de ravager la nature. Ben, c'est ça. Alors, il va y avoir 2 classes de planètes. Celles qui auront réussi, ce que nous essayons de réussir, c'est-à-dire coexister avec notre puissance sans nous éliminer, ou bien celles qui n'ont pas réussi, alors vous aurez des planètes couvertes de débris radioactifs, ils se seront fait des guerres nucléaires, ils auront, etc. Et c'est ça qu'on peut dire de l'avenir, c'est qu'il y a cet examen de passage que toutes les planètes, c'est un compte bien sûr que je fais, toutes les planètes qui ont réussi à exister, à s'adapter avec leur écosystème, vont continuer à se développer, à développer les arts, les sciences, un peu ce que l'humanité a fait aujourd'hui, de créer des choses magnifiques. Ça, c'est le cas des planètes vertes maintenant, c'est-à-dire qu'il y aura de la végétation. Et puis, il y a les planètes noires, c'est-à-dire qu'elles sont couvertes de cendres, de débris radioactifs. Voilà, ça, c'est ce que je peux dire qu'on peut essayer de supposer. Mais vous savez, il y a, c'est une expression qui s'emploie au Canada, le PFH. Est-ce que vous savez ce que c'est que le PFH? C'est le putain de facteur humain. Il y a ça, qui fait que vous ne pouvez pas dire. Vous vous demandez aujourd'hui, mais tout le monde sait qu'on est dans des situations difficiles. Tout le monde fait des conférences, tout le monde parle de sauver la planète. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? Pas grand-chose. L'espace entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, c'est là que se situe le PFH. On continue à émettre du gaz carbonique, à faire du charbon, à forer des mines pour faire du charbon. Pourquoi? Ben pour le profit. C'est le profit. Et comment les êtres humains vont réagir à cette difficulté du profit qui domine et qui amène des situations invivables? Est-ce qu'on va arriver à temps? Est-ce qu'on va freiner à temps cette portée? Personne ne sait. Là, vous retrouvez le problème de bien prévoir l'avenir, d'essayer de prévoir. Et les êtres humains sont particulièrement pauvres à faire des prévisions valables. La plupart des scénarios, par exemple en 1900, il y a eu un concours des scénarios où on demandait aux gens qu'est-ce que vous pensez que sera la planète en 2000? Ben, j'ai retrouvé le texte l'autre jour, ben, rien de ce qu'on voit aujourd'hui. Personne n'avait pensé à l'Internet, à l'informatique, personne n'avait pensé à tout cela. Les êtres humains sont particulièrement pauvres à prévoir l'avenir. Si je regarde le passé, c'est pratiquement toujours des erreurs qui ont été faites. J'essaie, je ne suis pas très habile non plus. J'aimerais pouvoir y arriver parce qu'on dit que ça fait beaucoup de bien. C'est très vanté aujourd'hui, l'importance de la méditation. Et moi, je crois aussi. Quand j'en fais, ça me fait du bien, mais jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Voilà. On peut applaudir. C'est génial, hein. Il est quand même absolument génial, Hubert Reeves. J'ai quand même une question, on a un doute. Vous faites un métier qui est totalement fascinant. Vous vous posez des questions sur le système solaire, sur le soleil. Comment ça? Mais comment dans votre cerveau à vous naît une idée? Qu'est-ce qui se passe? C'est des observations dans une réunion ou c'est dans votre bain? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? C'est Eureka normalement. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, d'abord, la science avance sur la base de beaucoup d'éléments observationnels ou expérimentaux. Donc, il y a énormément de travail qui est fait amont avec des observations, des expériences, etc. C'est du véritable travail. Hein. Les gens construisent des instruments, puis les utilisent, récoltent des données, dépouillent des données, publient des données, etc. Après, il y a des gens, les théoriciens, dont j'en fais partie, qui cherchent à comprendre ce que ça veut dire, mettre ensemble tout ça. Et quand on est confronté à des problèmes, c'est très compliqué. Les solutions, il faut trouver des idées nouvelles. Normalement, on comprend pas, mais il y a une accumulation d'informations, de données, d'indices, et qui semblent être tous incohérents.
Et puis un beau jour, ça fait un déclic. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans les cerveaux dans ces cas-là. Ça doit être des connexions neuronales qui s'établissent. Je ne suis pas neurobiologiste. Mais tout d'un coup, on comprend une nouvelle idée, on a une nouvelle idée et tout s'est mis en place. C'est un déclic individuel ou collectif? C'est, je dirais, plus individuel que collectif. Mais bon, parfois aussi, on a un petit groupe, ça peut arriver aussi, un petit groupe en parlant. Mais il faut beaucoup de temps, il faut récolter déjà une masse critique d'informations et on a pas mal de confusion pendant un moment et après ça se déclenche. J'ai un collègue qui a eu une luxation à l'épaule. Il me disait, c'est tout à fait l'analogue. Donc, quand on te manipule, moi, je n'ai jamais eu, mais pareil, quand on te manipule l'épaule, ça fait très, très mal, c'est une gêne énorme. Et puis, quand ça rentre en place, du coup, il y a un énorme apaisement. Et pour les idées, c'est la même chose. Donc, on a ça fait mal d'avoir des idées, de chercher des idées? C'est dérangeant parce qu'on a un problème et qu'on n'arrive pas à résoudre. On a énormément d'informations qui semblent être incohérentes et ça dérange. C'est une véritable souffrance cérébrale. On dort mal, on est stressé, voilà. Et puis, à un moment donné, quand on a de la chance, ça n'arrive pas beaucoup de fois, ça arrive quelques fois sur la carrière vraiment dans le scientifique d'avoir une très très bonne idée. Et là, du coup, on se rend compte qu'avec ces nouvelles idées, tous les éléments se mettent en place et deviennent cohérents. Après, il faut quand même vérifier, ça peut prendre des années, mais c'est là, et c'est soudain, et c'est dans un moment souvent de détente, je ne sais pas, voilà, c'est très bizarre. Le bain, ça peut être le bain, ça peut être une promenade, ça peut être en allant au ski, ça peut être, voilà. Mais typiquement, c'est dans un moment où on n'y pense pas. Alors on parlait, le titre de cette table ronde, c'était « D'autres cerveaux dans l'univers ». Pour vous, il y a d'autres cerveaux dans l'univers? Est-ce que les théories d'Hubert Reeves vous semblent, enfin les hypothèses d'Hubert Reeves vous semblent possibles? Alors, comme l'a dit M. Reeves, bon, on ne sait pas, la science ne sait pas répondre. C'est qu'on sait qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers. Donc, et on sait aujourd'hui qu'autour de chaque étoile, il y a des planètes. Ce qu'on a découvert est que, et ça on ne s'attendait pas du tout, et que le système planétaire autour des autres étoiles sont typiquement très différents du nôtre. Au départ, on pensait que tout le système planétaire devait sembler plus ou moins au nôtre. Nous, on est fils de la théorie copernicienne. Donc, la théorie copernicienne, la Terre n'est pas le centre de l'univers, le Soleil non plus. Donc, une sorte de banalité. Non? Et là, on découvre que le système solaire est quand même atypique. La plupart des systèmes extrasolaires sont très différents. Tout au plus, 1% des systèmes extrasolaires pourraient rassembler au nôtre, mais probablement c'est beaucoup moins. Bon, après, c'est la grande question. Est-ce que pour abriter la vie, il faut un système solaire comme le nôtre, une Terre comme la nôtre, où la vie peut se développer sur des mondes exotiques? Mais là, bon, on n'a vraiment pas les éléments scientifiques pour le dire. Donc, si on s'y restreint à quelque chose de similaire au nôtre, on dirait que la probabilité est faible. Je disais tout au plus 100%, probablement beaucoup moins. Mais il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, 100 milliards de galaxies dans l'univers. Donc, d'ailleurs, si c'est arrivé ici, ça doit être arrivé ailleurs. Non? Ça veut dire que la probabilité que toutes les choses, tous les facteurs se combinent pour donner origine à la vie n'est pas nulle. Donc, vu le grand nombre d'étoiles, ça doit arriver autre part. Mais la faible probabilité s'est traduite en fait en distance. L'analogie que j'ai fait d'habitude est la loterie. Donc, jouer à la loterie, la probabilité de gagner est infinitésimale, mais non nulle. Et donc, si tout le pays joue, chaque année, il y a quelqu'un qui gagne la loterie nationale. En quoi se traduit cette faible probabilité? Que sans doute, vous n'avez jamais connu quelqu'un qui a gagné la loterie nationale. Je ne fais pas partie de votre entourage. C'est quelqu'un parce qu'ils se cachent quand ils ont trop gagné, ils se cachent. Mais c'est statistiquement quelqu'un qui est très loin de vous. Alors, l'émergence de la vie est sans doute un peu la loterie de l'univers. Donc, nous avons gagné. Mais cette faible probabilité, statistiquement, bien statistiquement, s'est traduit que le prochain gagnant, l'autre prochaine planète sur laquelle la vie a pu se développer, est statistiquement loin de chez nous. Donc, difficile à découvrir et difficile à rentrer en contact. Ça peut probablement expliquer les fameux paradoxes de Fermi. Fermi avait dit, finalement, s'il y avait de la vie développée partout, l'intelligence partout, on devrait la voir, ils devraient venir nous voir, peut-être sont plus développés que nous, notre civilisation est relativement récente. Et depuis des décennies, il y a des programmes d'écoute de l'espace par le biais des radiotélescopes pour essayer de détecter des signaux artificiels, et on n'a jamais rien détecté. Donc si la vie est rare, c'est-à-dire distante, ça peut se comprendre, parce que tout signal
naturel ou humain, s'estompe comme l'inverse de la distance au carré. Donc c'est notre civilisation partenaire. Vous pouvez le refaire, ça? Ça veut dire que si vous êtes à une distance d'une unité, vous envoyez un certain signal, bon, vous le recevez avec une intensité d'une unité. Mais si vous êtes 100 fois plus loin, l'intensité du signal est 10 000 fois plus faible. Si vous êtes 1000 fois plus loin, est 1 million de fois plus faible. Donc si statistiquement la prochaine civilisation est loin de chez nous, même si elle envoie un signal radar dans l'espace pour communiquer à ses satellites, nous on les reçoit avec une intensité très très faible, donc peut-être en dessous de nos capacités de détection. Et après, il y a les problèmes aussi de la contemporanéité. Donc il faut que nous sommes à l'écoute au moment où les autres civilisations envoient des signaux. Alors, combien de temps dure une civilisation? Ça revient au discours de M. Reeves. Donc l'univers a 14 milliards d'années, la Terre a 4 milliards d'années et demi, l'homme existe depuis 3 millions d'années. Disons, on a des civilisations depuis 4-6 000 ans, pyramides à peu près, ont commencé à être faites à ces moments-là. Nous, on envoie des signaux dans l'espace depuis un siècle, avec Marconi 1901 seulement, et des véritables signaux avec l'exploration spatiale, donc 1960. Donc ça fait 50 ans, 60 ans qu'on envoie des signaux dans l'espace. Et combien de temps on va durer? J'en sais rien. Mais même si notre civilisation va durer 10 000 ans, 100 000 ans, c'est rien par rapport à la vie d'une planète, 4 milliards d'années et demi. Donc ça pourrait être que la vie développée, la vie sophistiquée, un peu comme la nôtre, est tout à fait un épiphénomène dans la vie d'un système planétaire. Et donc si déjà la vie se développe avec faible probabilité, donc à des endroits très distants entre eux, et en plus chaque développement des vies technologiques est un épiphénomène sur la durée des systèmes, la probabilité d'avoir des communications, si vous combinez la faiblesse des signaux et la faible probabilité d'être vivant au même endroit, en même temps, ça explique pourquoi on n'a aucune trace d'autres civilisations. Bon, écoutez, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Il nous reste une toute petite dizaine de minutes. Je crois qu'il y avait des élèves d'une école qui étaient venus, qui avaient préparé des questions. Qui pose la première question? C'est toujours le plus difficile, après ça va très bien, je vous assure. N'hésitez pas à lever la main. Personne ne pose de questions? Si, je pense qu'il va y en avoir. Alors moi, je vais en poser une en attendant. Est-ce que méditer vous aide à vous concentrer et à trouver de nouvelles idées? C'est quand même un peu notre thème cette fois-ci. Je suis comme professeur Reeves, je ne suis pas un adepte de la vraie méditation avec toutes ces techniques, etc. Je ne saurais pas faire, je ne sais pas faire, mais bon, évidemment, chacun de nous, à un moment donné, s'abstrait, commence à méditer dans les nuages, un peu comme ça, et ça c'est les moments, voilà, on peut s'y perdre dans la maison. Pour moi, c'est les moments où je réfléchis les mieux quand je me promène. Donc je me promène beaucoup. C'est plutôt la sylvothérapie que la méditation. Voilà, ouais, une la question. marche, c'est connu pour ça, la marche. Oui, bien sûr. Oui, parce que du coup, depuis les Grecs, on est détendu et on n'est pas sous effort. Je cours aussi, mais quand je cours, il y a plus de sang dans mon cerveau, donc ça sert à rien. Mais c'est bon pour les physiques, mais pas pour les pensées. J'arrive pas à penser du tout. Mais la marche, oui, là, bon, évidemment, les rythmes cardiaques sont beaucoup plus faibles, donc on continue à oxygéner les cerveaux, et là, ça aide effectivement. Je crois qu'on a une question. Madame, on vous écoute. Merci pour toutes ces informations, ces conférences. Je crois que j'interviens un petit peu tôt sur ce thème-là, mais j'ai entendu pour le cerveau, ce qui est vraiment très bien pour la vie, c'est l'activité physique, c'est la méditation, c'est toutes ces choses-là qui, d'une certaine manière, nous éloignent du cerveau. Donc la question qui est intéressante pour moi, c'est comment on est encore et toujours orienté vers le réductionnisme qui fait qu'on s'intéresse aux organes, le cerveau, et pas à la cohérence cardiaque, au biotope intestinal, à la manière dont l'univers vit en nous et nous vivons dans l'univers, nous sommes de l'univers. Donc d'une certaine manière, c'est changer les manières de penser, profondément les méthodologies qui nous font penser. Il faut penser l'impensé, il faut déconstruire nos modèles, il faut décoloniser notre mental pour pouvoir penser les choses de manière synthétique, globale. La relation, le lien entre
les choses et non plus les choses. Parce que tant que nous penserons les choses, eh bien, nous continuerons à être des personnes séparées et nous ne serons pas capables de lier ce que nous devons faire pour aider la planète ou l'humanité à survivre dans la planète si nous restons chacun enfermés dans une mentalité. Merci. Alors justement, moi, je suis c'est pas difficile. médecin, Hein, je c'est suis un difficile, hein, astrophysicien, donc je ne pourrais pas rentrer vraiment dans les mérites de la question. C'est que je peux dire que les grandes idées sont celles qui apportent des ruptures des paradigmes. Donc souvent, quand on même en sciences, quand on fait de la recherche, on a tendance à travailler dans les cadres des idées qui sont acceptées, à la limite, en les modifiant un peu à la marge, en les faisant évoluer. Mais les véritables moments, les véritables révélations scientifiques, comme je disais tout à l'heure, après ce déclenchement, cette luxation cérébrale, sont des idées qui, donc, des véritables ruptures des paradigmes où on part sur des idées tout à fait nouvelles. Les anglo-saxons appellent ça « thinking out of the box », ça veut dire sortir du cloisonnement culturel. Et c'est là qu'on fait vraiment des grandes avancées. Toutes les grandes avancées de la science sont faites comme ça. Ça veut dire qu'on était en fait sur un point mort, sur une voie sans issue, et on est parti complètement à côté, et là c'est une voie libre, et il y a tout un développement d'une science nouvelle. Donc et ça s'applique à la méthode scientifique, certes, la méthode scientifique avance comme ça, et probablement ça s'applique aussi à l'évolution de toute une société. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur là-bas. Monsieur en haut. Le micro arrive. Bonjour, une question qui me gratte la tête depuis un certain temps. Est-ce que la mémoire fait partie de notre cerveau? J'essaye de donner un peu, si on parle de la mémoire de l'eau, donc ça fait déjà quelques milliards d'années qu'elle existe, qui est en nous, de notre mémoire ancestrale, mais il y en a des mémoires ancestrales, est-ce que c'est en nous ou dans notre matière? Donc si c'est en nous, est-ce que c'est dans notre cerveau ou tout simplement dans notre être? Voilà, merci. Encore une fois, moi je suis un astrophysicien planétologue. C'est un petit peu compliqué pour vous là. C'est un peu compliqué pour moi. Mais je crois que quand on commence à sectionner les cerveaux, etc., on perd complètement la mémoire. Les maladies comme l'Alzheimer, etc., sont des atteintes cérébrales. Donc je pense qu'il n'y a aucun autre site que le cerveau qui dépose notre mémoire. Mais si on parle de la mémoire de l'univers, c'est tout à fait fascinant. Dans l'univers Reeves qui me disait, l'univers a 13 milliards et demi d'années à peu près. Mais concrètement, comment vous faites pour faire ce genre de calcul? Comment ça se passe? Et c'est écrit où? C'est écrit nulle part. Ah non, ça c'est... Comment vous datez des choses comme ça? C'est fascinant ça. Oui, il y a plusieurs méthodes. Donc pour l'univers, en fait, on date à partir de la température de l'univers, donc c'est moins 270 degrés dont parlait le professeur Reeves, en sachant quelle devait être la température originelle de l'univers, parce que c'est la température à laquelle on avait le plasma global, etc. Et donc ça donne des mesures assez fiables sur l'âge de l'univers. Pour les planètes, pas tout à l'heure, je vous disais la Terre a 4 milliards et demi d'années. Ça se date parce qu'il y a des roches. Dans ces roches, il y a des éléments radioactifs, il y a de la décroissance radioactive. Et à partir de ça, en mesurant les isotopes père et fils, on arrive à savoir combien de temps s'est écoulé. Tout le monde connaît l'histoire de carbone 14 qui est utilisée sur des courtes durées des temps pour estimer par exemple l'âge des arbres, des choses comme ça. Mais il y a d'autres isotopes comme l'uranium, le tungstène, l'aluminium, etc., qui sont des éléments radioactifs. Et en mesurant donc la quantité d'éléments pairs et la quantité d'éléments fils, on arrive à mesurer avec une très grande précision. Donc le refroidissement et la baisse de la radioactivité sont les deux marqueurs. Oui, c'est ça. Hein. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que, dans le domaine des neurosciences dont on va parler beaucoup, on parle par exemple d'hypnose, qui a été longtemps un phénomène de foi, et on s'est rendu compte que ça avait de vraies vertus. Est-ce que dans le domaine de la science, dans votre domaine, il y a des recherches qui ont été repoussées comme ça, qui ont été jugées comme ridicules, et puis qui finalement, aujourd'hui, ont une vraie valeur? Oui, certainement. Certaines recherches peuvent être initialement considérées comme un peu loufoques et après s'affirment. Il y a des idées qui sont considérées comme absurdes et après s'affirment. J'ai un exemple, par exemple, pendant des siècles, les gens, les paysans, à l'époque, évidemment, on vivait beaucoup dehors,
voyaient des météorites tomber, donc des pierres qui tombaient du ciel. Et les scientifiques considéraient ça complètement absurde, comment vous voulez que des pierres tombent du ciel. Donc ils pensaient, vu en plus c'est des observations qui ne venaient pas de la classe des savants, mais plutôt de la classe des paysans, bon, c'est des abrutis, c'est des donc cultivés, etc. Et il a fallu beaucoup de temps pour commencer à prendre la chose sérieusement. En 1803, il y a une météorite qui est tombée à l'Aigle, en France, dans l'Orme, et beaucoup de gens l'ont vu, et du coup l'Académie des sciences a décidé d'y voir plus clair. Et ils ont demandé à un savant de l'époque, Jean-Baptiste Biot, d'aller sur place et investiguer. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de récits dans plusieurs villages différents. Ils étaient tous cohérents, donc ce n'était pas du tout quelque chose. Et son compte rendu à l'Académie était c'est un phénomène réel. Il y a des pierres qui tombent dans l'espace. D'ailleurs, la météorite a été trouvée, on l'a toujours, au Muséum d'histoire naturelle. Et évidemment, on ne comprenait pas du tout comment ça puisse se faire. Aujourd'hui, on sait très bien d'où viennent les météorites, comment elles arrivent sur Terre. Je crois qu'il y a une dernière question. Merci. Vous parliez des tentatives des scientifiques pour capter des signaux extraterrestres. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous enverraient des signaux? Autrement dit, est-ce que c'est pas, en un certain sens, une anthropomorphisation de la vie extraterrestre, si elle existe, c'est-à-dire supposer que l'extraterrestre serait un être humain bis? Absolument. Donc, tous ces types de choses donnent des renseignements sur l'abondance d'une vie un peu anthropomorphe. Hein. Si ailleurs la vie est seulement bactérienne, c'est sûr que les bactéries nous envoient aucun signal, ou peut-être il y a des civilisations complètement différentes. Mais bon, s'il y a des civilisations développées, on imagine, ils ont envie d'explorer l'espace autour d'eux. Nous, on n'envoie pas des signaux forcément vers les autres civilisations pour dire coucou, on est là. Mais on a énormément, par exemple, des missions spatiales qui sont faites pour explorer le système solaire. On communique avec ces sondes. On communique avec les missions voyageurs qui sont maintenant aux frontières du système solaire encore. Et donc, quand on envoie des signaux, évidemment, le signal va au-delà de la sonde. Donc, ce sont des choses qui sont envoyées dans l'espace. On envoie des signaux radars, parce que, par exemple, à chaque fois qu'un astéroïde passe près de la Terre, pour des histoires, probabilités qui percutent notre planète, etc., on veut comprendre exactement quelle est sa trajectoire, et quelle est sa forme, quelle est sa taille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On allume nos radars. Et on fait une imagerie radar de ces objets, mais les signaux radars, après, se propagent dans l'espace en s'estompant comme l'inverse du carré de la distance. Donc, si vous êtes une civilisation à côté, simplement en regardant vers le soleil, de temps en temps, vous voyez des signaux radio, vous voyez des signaux radar, que nous, on envoie parce que c'est notre vie de tous les jours. On doit communiquer avec tous les engins qu'on met en orbite et qu'on fait balader pour comprendre ce qu'il y a autour. Merci beaucoup vraiment Merci pour mille toutes fois. ces réponses. Bravo, C'était bravo à vous. formidable. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci.